Tatouage tribal sur le crâne, regard de psychopathe, surnommé le tueur à la hache, il a marqué l'histoire du MMA par son agressivité comme personne avant lui. Affrontant tout le monde, quel que soit leur poids ou leur CV, les anecdotes légendaires sont légion à son propos. Sanguinaire dans la cage, passé par les circuits à main nue du Brésil, il est aussi hors de la cage l'une des personnalités les plus douces que vous pourrez rencontrer. C'est l'histoire de Vanderlei, the Axe Murderer, Silva. Notre protagoniste naît en 1976 à Curitiba au Brésil. Rafael Cordeiro, devenu émérite entraîneur de MMA au niveau mondial, décrit la ville ainsi. Curitiba à l'époque, c'était 2 millions d'habitants et il y avait au moins 200 clubs de Muay Thai. Où que t'habites, il y avait toujours une dizaine de gyms à côté de ta maison. Et il y avait énormément de street fight et ça rendait les choses compliquées parce que tout le monde faisait du Muay Thai. Grandissant dans une partie pauvre de la ville, Vanderlei passe beaucoup de temps dans la rue dans son enfance. Il joue au football avec ses amis et malgré la situation compliquée de sa famille, il est heureux la plupart du temps. Néanmoins, ces moments joyeux sont rapidement contrebalancés par le harcèlement et les intimidations qu'il subit à cause de son surpoids. Raillé, frappé et moqué, il développe petit à petit une véritable colère intérieure qu'il aura bien du mal à contenir. Il se bat dans la rue et se laisse parfois aller à des accès de rage pour compenser les brimades qu'il subit. Mais à 13 ans, tout va changer quand il passe les portes de la Shootbox Academy tenue par Rafael Cordeiro, évoqué justement un peu plus tôt. Ce dernier deviendra même un mentor et un exemple pour le fougueux adolescent qui dira « Il avait fait une très grosse impression sur moi, parce que quand il combattait, il faisait le show, mais en même temps, il s'habillait bien, il était intelligent, il avait une très jolie petite amie, il se bat bien, il a du style, je m'inspirais beaucoup de lui, il était comme un grand frère pour moi. » C'est à cet âge-là également qu'il commence à travailler dans le bar que tiennent ses parents pour leur donner un coup de main en plus d'aller à l'école et de s'entraîner. Bon, autant dire que son emploi du temps est aussi rempli qu'un t-shirt de Stallone. Et c'est d'ailleurs cette période où il se ruinera à la tâche pour arriver à tout concilier en même temps qui fera de lui l'homme qu'il est aujourd'hui. Car comme il l'a dit lui-même, c'est à ce moment-là qu'il a acquis une certitude, celle qu'il voulait à tout prix se sortir de cette situation pour ne plus jamais la revivre. Il redouble alors de motivation à la shootbox et il avance sans avoir peur de quoi que ce soit ni de qui que ce soit. Étant le plus jeune du club quand il y arrive, il est également le moins impressionnant physiquement. Il doit alors compenser par son agressivité, sa hargne et sa témérité. À la shootbox, déjà réputé pour ses sessions de sparring ultra violentes, il devient un des plus hardcore d'entre tous. Et ça nous permet d'ailleurs de caler cette anecdote hallucinante du chiot avec Mauricio Shogun Rua, futur champion du Pride et de l'UFC, s'entraînant alors également à la shootbox de Curitiba. La femelle pitbull de Shogun avait fait des petits, et ce dernier avait passé un des chiots à son ami Vanderlei. Quelques semaines plus tard, Rua revient vers Silva en lui demandant « Mais alors du coup, tu pourras me payer quand, tu penses ?» Et ce à quoi Vand répond « Te payer? Mais attends, mais je croyais que c'était un cadeau, moi !» Pour délibérer et avoir un fin mot à l'histoire, Silva va leur proposer de résoudre l'affaire comme le font tous les bons amis, avec un bon gros combat au KO. Et non, c'est même pas une blague, il va proposer à Shogun « Bon, si je gagne, je te dois rien, et si tu gagnes, je te paierai le prix du chiot. » Mauricio accepte. Alors ils mettent les gants, les protège-dents et ils montent sur le ring pour s'envoyer les pires patates imaginables. De la folie furieuse. Et alors qui sortira vainqueur ce jour-là? Vanderlei dira quelques années plus tard dans un éclat de rire « Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on a été à fond, ça s'est terminé au premier round et j'ai pas payé pour le chiot. » Mais parenthèse surréaliste fermée, revenons dans l'ordre chronologique. À 18 ans, il s'engage dans l'armée dans laquelle il restera 18 mois, après quoi il revient chez lui et il reprend son entraînement là où il l'avait arrêté. Et il devient rapidement l'un des meilleurs combattants de son loup douce. En 1996, Vanderlei fait ses premiers pas dans le monde du combat libre professionnel au Vale Tudo, du MMA à main nue sur le circuit brésilien, réputé pour sa dureté et son côté sanglant. Bon, pour vous dire, il y avait le droit au coup de tête et au penalty au visage sur un adversaire au sol. Nice. Dans cet environnement, il écrase purement et simplement la concurrence, et de novembre 96 à août 98, il fait régner la terreur sur le circuit. Sa seule défaite, survenant par arrêt de l'arbitre à cause d'une coupure près de l'œil, apparut alors qu'il enchaînait les coups de boule sur son adversaire du soir. Il a tout juste 21 ans. Il encaisse sa première réelle défaite lors de son premier combat à l'UFC contre l'autre phénomène de 21 ans lui aussi, Vitor Belfort. Il s'incline alors par TKO et cette déconvenue sera difficile à digérer pour notre jeune guerrier. Heureusement, il se remet vite sur les rails et sur les années qui suivront, il se transformera petit à petit en une machine de guerre, enchaînant les victoires et les performances sur les plus gros circuits mondiaux. Il retournera distribuer quelques punitions au Vale Tudo, reviendra à l'UFC, et s'offrira au Pride un des runs les plus hallucinants de l'histoire du sport.
Et vous savez ce qui est hallucinant aussi, c'est le fait que dans presque tous les pays, les gens utilisent des mots de passe qui sont grosso modo en rapport avec l'équipe locale. Ah, c'est vrai, ça. Donc ça veut dire que par exemple, si vous habitez à Marseille et que votre mot de passe c'est allez l'OM allez avec un 0 à la place du O, bon bah laissez-nous vous dire que celui qui va aller farfouiller dans vos mails, il n'aura pas besoin de chercher beaucoup avant de vous mettre 2 buts en 2 minutes façon Zidane versus Angleterre 2004. Et l'affaire sera réglée. Alors pour vous faciliter la tâche et pour vous aider à gérer tout ça, NordPass est le gestionnaire de mots de passe qu'il vous faut en garantissant une sécurité maximale. Il a été créé, imaginé et mis au point par les mêmes experts en cybersécurité qui ont créé NordVPN. Plus besoin de mémoriser tous vos mots de passe puisqu'ils sont stockés au même endroit, ça login automatiquement, ça détecte les brèches ou les problèmes, ça génère des nouveaux mots de passe quand il le faut. Alors pour vous éviter des angoisses inutiles, cliquez sur le lien en description ou utilisez le code LASSUEUR, vous aurez un deal NordPass exclusif et vous bénéficierez d'un mois gratuit. Vous avez la garantie satisfait ou remboursé 30 jours et vous ferez disparaître le stress aussi facilement que Vanderlei fait disparaître les dents de ses adversaires en sparring. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Mais revenons à nos moutons et revenons à notre tueur à la hache. Aussi hallucinant que l'efficacité de NordVPN qui sponsorise cette vidéo. Alors on a vu en début d'épisode que lorsqu'il est entré à la Shootbox Academy de sa ville natale à Curitiba, il n'hésitait pas, et sans même y réfléchir à deux fois, à aller au charbon contre des gabarits démesurés par rapport à lui. Et ben il appliquera la même mentalité dans le monde du MMA professionnel, il sent la barre de courage à un niveau type film d'action à l'ancienne. Il prit, du haut de son 1m83 et puis en moyenne de ses 93 kg selon les combats, la décision de ne dire non à personne. Et il combattra ainsi autant des adversaires d'un gabarit comparable au sien comme Dan Henderson, Quinton Rampage Jackson ou Kazushi Sakuraba que les monstres poids lourds Gilbert Yvel, Mirko Cro Cop ou encore Mark Hunt, alors à plus de 125 kg. Et au Japon, où la culture du petit contre le grand et l'esprit guerrier sont vus avec beaucoup de révérence, il devient un demi-dieu. Son regard de psychopathe avant les combats, qui l'accompagne de son désormais mythique échauffement de poignet avant de te dévisser la mâchoire, feront de lui une figure incontournable du MMA de l'époque. Son agressivité et sa capacité à amener la violence et le chaos comme personne lui vaudra d'ailleurs le surnom le plus flippant du game, The Axe Murderer, aka le tueur à la hache. Il se bâtit une réputation de barbare dans la cage qui impressionnera plus d'un de ses adversaires avant même que la rencontre ne débute. Si vous signez pour affronter Vanderlei, vous signez pour du sang, des chocs et un douloureux lendemain. Entre août 2000 et juin 2005, il enchaîne ainsi 21 combats, en gagne 18 dont 15 par KO ou TKO, perd un seul combat par décision partagée contre le fameux Mark Hunt de plus de 125 kg, fait une égalité contre Mirko Cro Cop et un no contest contre Yvel. Il remporte la ceinture middleweight du Pride, qu'il défendra plusieurs fois, prend part à plusieurs tournois openweight, donc c'est-à-dire tout le monde vient avec le poids qu'il veut, et participe au combat de l'année 2003 contre Hideki Yoshida et 2004 contre Quinton Rampage Jackson. Contre Rampage d'ailleurs, futur champion UFC qu'il affronte par 2 fois au Pride, il le stoppe les 2 reprises de manière ultra violente, avec des séries de genoux cauchemardesques qui laisseront l'américain hagard entre les cordes. Difficile de faire plus impressionnant. Mais toutes les bonnes choses ayant une fin, son run au Pride se terminera malheureusement par 2 lourdes défaites. La première surviendra contre le maître striker poids lourd Mirko Cro Cop, où il tombera net, victime d'un high kick signature de la jambe gauche. Et la seconde contre l'artilleur Dan Henderson, où il tombera net également victime de la légendaire H-Bomb. A partir de là, le Pride ayant fermé boutique, il se dirige vers l'UFC pour poursuivre sa carrière. Dès son arrivée, il affronte la légende Chuck Liddell, avec lequel il a un nouveau combat de l'année, le 3e en 5 ans, puis il affrontera monstre sur monstre jusqu'en 2013. En 9 combats dans l'organisation américaine, il remportera 5 fois le bonus de combat de la soirée et 2 fois celui de KO de la soirée, dont un qui deviendra le KO de l'année 2018 contre Keith Jardine. That's pretty good. Au Bellator, il affronte Chael Sonnen après avoir développé une rivalité mythique avec lui lors de son terme à l'UFC, puis Rampage une 4e fois. Une carrière faramineuse pour un guerrier vraiment fantastique. Mais malgré tout ce qu'on vient de dire, si jamais vous ne le connaissez pas, la première chose que vous vous êtes dit en voyant son tatouage crânien, son regard et son gabarit, c'est probablement « bordel mais quelle énorme brute sanguinaire ». Eh ben figurez-vous qu'au contraire, hors du ring, Vanderlei Silva est connu pour être d'une bonté et d'une gentillesse désarmante. L'ancien champion UFC Rich Franklin, avant de le combattre dans la cage, racontait ainsi qu'à l'époque, il avait l'habitude d'aller voir des amis à lui travaillant à l'hôpital de Cincinnati. À ce moment-là, il n'avait pas encore rencontré Silva, il ne le connaissait que par sa réputation de sauvage sanguinaire sur les rings. Et il tombe complètement dénu lorsqu'une de ses amies infirmières lui confie que Vanderlei, pendant sa semaine de combat et alors que rien ne l'y obligeait, était venu rendre visite aux enfants de l'hôpital pour passer du temps avec eux en leur apportant un peu de bonne humeur. Rich raconte l'état de choc dans lequel ça l'avait laissé. Il était éberlué, en mode Vanderlei Silva, attends mais tu te rends compte que le surnom de ce gars-là dans la cage, c'est le tueur à la hache?
Et il y a aussi une dernière anecdote, celle-ci racontée par l'homme ultime Don Fry, qui résume assez bien le stress qu'il pouvait générer Vanderlei même auprès d'autres combattants légendaires. Le mythique moustachu raconte donc « Je devais participer à un documentaire sur le Pride dans lequel il y avait Takayama, Quinton Jackson et Silva. J'arrivais sur le tournage, je gare mon van sur le parking et au même moment, Vanderlei arrive. Je l'avais jamais rencontré encore, mais je me suis dit, vu tout ce que j'ai entendu sur lui, ça risque de dégénérer immédiatement, alors autant qu'on se la mette maintenant sur le parking une bonne fois pour toutes. » Alors il est sorti de sa voiture, et je suis sorti de la mienne, j'ai marché vers lui et il a marché vers moi, et puis il a mis sa main dans sa poche, il en a sorti un paquet de chewing-gum et il m'a demandé Tu veux du chewing-gum ?» Du coup j'étais en mode Ah bah ouais carrément. Et on a commencé à mâcher du chewing-gum ensemble sur le parking comme deux enfants. C'est vraiment un bon gars. Et je vais te dire, ça m'a surpris parce que je l'ai vu détruire des gens sur le ring. Mais hors du ring, c'est un gentleman. Et il y aurait encore tellement d'histoires à raconter sur Vanderlei, comme son combat en backstage contre Crazy Horse, sa rivalité mythique contre Chael Sonnen, mais on s'est dit que c'était probablement la meilleure anecdote sur laquelle s'arrêter. Aujourd'hui, le tueur à l'âge vit heureux avec ses enfants et sa famille, enfants d'ailleurs dont l'un d'eux qu'il a nommé Thor, et il essaye aujourd'hui de sensibiliser sur les erreurs qu'il a pu commettre quand il était jeune combattant, particulièrement celui de se parer beaucoup trop fort et de prendre trop de coups à l'entraînement, ce qui lui a causé des symptômes terribles aujourd'hui. Voilà, c'était les anecdotes du père Rusty sur Vanderlei Silva. On espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu et abonnez-vous. Et puis dites-nous en commentaire sur qui vous voulez qu'on fasse les prochains comptes du père Rusty. Et puis on se servira dans la liste. Voilà, prenez soin de vous, à bientôt et ciao!